Du sang sur les pierres. Pas le sang glorieux des batailles que les pharaons faisaient graver sur leurs monuments. Pas le sang des sacrifices d'animaux que les prêtres offraient aux dieux sous le soleil brûlant. Un autre sang, celui qui s'écoulait en silence à travers des canaux sculptés avec une précision chirurgicale dans la roche vivante, des mètres sous la surface, là où aucun rayon de lumière n'avait jamais pénétré. Celui qui tachait les uniformes de lin blanc des prêtres qui remontèrent des profondeurs avec des regards vides et des mains tremblantes. Celui qui faisait baisser les yeux aux vieilles femmes du village lorsque de jeunes prisonnières de guerre étaient traînées dans les rues pendant les festivals, couronnées de fleurs de lotus, vêtues comme des mariées, souriant sous l'effet de drogue qui leur faisait voir le monde à travers un brouillard épais et coloré. Les foules applaudissaient, jetaient des pétales, criaient des bénédictions, croyaient assister à quelque chose de sacré, quelque chose qui apporterait la prospérité, qui ferait déborder le Nil, qui garantirait des récoltes abondantes. Mais lorsque la dernière torche s'éteignait et que les portes de bronze se refermaient avec un son qui résonnait comme un tonnerre souterrain, commençait quelque chose qu'aucun hymne religieux ne mentionnait, qu'aucun scribe royal n'osait enregistrer, qu'aucun visiteur étranger ne parvenait à comprendre même lorsqu'il entendait les sons étouffés qui s'échappaient par les fissures de la pierre durant 3 nuits interminables. En 2018, des archéologues ont percé des couches de sable et de temps jusqu'à atteindre des chambres qui devaient rester enfouies à jamais. Ce qu'ils ont découvert n'était pas un trésor, c'était la vérité. Une vérité avec des marques de dents sur des bâillons de bois fossilisés, avec des fractures sur des os beaucoup trop jeunes pour porter un tel poids d'horreur, avec des preuves chimiques de substances hallucinogènes dans des crânes qui conservaient encore des vestiges de tissu cérébral momifié. Et dans les papyrus médicaux cachés dans des jarres scellées, des instructions détaillées sur comment réparer l'irréparable après la fin des rituels. Avant de plonger dans les profondeurs de cette histoire que l'Égypte a tenté d'effacer pendant 3000 ans, j'aimerais vous inviter à faire partie de cette communauté de femmes qui refusent d'accepter les versions édulcorées de l'histoire. Si ce que vous venez d'entendre vous a donné des frissons, si vous sentez que cette vérité mérite d'être connue, appuyez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune révélation. Laissez un like si vous êtes prête à découvrir ce que les livres d'histoire ont délibérément omis. Et surtout, dites-moi dans les commentaires d'où vous nous regardez, de quelle ville, de quelle région de France ou du monde francophone vous suivez ces récits interdits. Partagez également les noms de personnages historiques féminins dont vous aimeriez connaître les secrets cachés. Votre voix compte. Et ensemble, nous allons déterrer les vérités que le pouvoir a voulu ensevelir à jamais. L'Égypte ancienne, cette civilisation qui rayonna pendant plus de 3 millénaires le long des rives du Nil, construisit son empire sur une théocratie absolue où le pharaon incarnait simultanément le pouvoir politique et divin. Entre 3000 avant notre ère et la conquête romaine en 30 avant notre ère, cette société développa un système complexe où religion, politique et contrôle social s'entrelacèrent de manière indissociable. Le temple de Karnak, érigé à Thèbes durant le Nouvel Empire sous les dynasties des Ramsès, ne servait pas uniquement de lieu de culte. Il fonctionnait comme centre névralgique du pouvoir sacerdotal, une machine administrative qui gérait des terres immenses, des milliers d'esclaves et des richesses colossales. Les prêtres d'Amon, divinité suprême de Thèbes, détenaient une autorité qui rivalisait parfois avec celle du pharaon lui-même. Durant les festivals religieux comme celui d'Opet, qui durait plusieurs semaines chaque année, des dizaines de milliers de personnes convergèrent vers Karnak pour célébrer la fertilité du Nil et renouveler le pacte sacré entre les dieux et l'Égypte. Ces cérémonies publiques éblouissantes masquaient cependant des rituels souterrains dont l'accès était strictement réservé à l'élite sacerdotale. Les prisonnières capturées lors des campagnes militaires en Nubie, en Libye ou au Levant ne devenaient pas simplement des esclaves domestiques. Elles entraient dans un circuit spécifique géré par le temple, un système qui les transformait en instruments d'un culte secret que même les scribes royaux évitaient de documenter explicitement dans les archives officielles. Elles n'avaient pas de nom dans les registres officiels. Les scribes les désignaient simplement par leur provenance géographique. La nubienne, la libyenne, celle du pays de Couche. Capturées lors des campagnes militaires que les pharaons menaient régulièrement pour étendre les frontières de l'Empire et alimenter l'économie en main-d'œuvre gratuite,
Ces jeunes femmes traversèrent le désert enchaînées les unes aux autres, marchant pendant des semaines sous un soleil implacable jusqu'à atteindre Thèbes. Leur âge variait entre 12 et 16 ans, un critère de sélection qui n'avait rien d'arbitraire. Les prêtres d'Amon recherchaient spécifiquement des corps qui n'avaient pas encore connu d'hommes, des visages suffisamment jeunes pour incarner la pureté virginale exigée par le rituel, mais des physiques assez développés pour supporter ce qui les attendait dans les profondeurs du temple. À leur arrivée à Karnak, ces prisonnières étaient séparées du reste des captifs de guerre. Contrairement aux autres esclaves destinés aux champs, aux carrières ou aux cuisines du palais, elles entraient dans un parcours distinct, supervisé directement par le grand prêtre d'Amon et son conseil restreint. On leur attribuait des quartiers spéciaux à l'intérieur de l'enceinte sacrée, on les nourrissait mieux que les esclaves ordinaires, on leur enseignait des prières en égyptien qu'elles répétaient sans en comprendre le sens. Ce traitement privilégié en apparence masquait une préparation méticuleuse pour une destination que même les gardes du temple évitaient de mentionner à voix haute. La préparation commençait 48 heures avant la nouvelle lune. Dans des salles adjacentes aux sanctuaires principaux, des prêtresses spécialisées procédaient à des examens corporels minutieux que les papyrus médicaux décrivent avec une froideur clinique glaçante. Chaque jeune captive devait subir une inspection vaginale pour confirmer l'intégrité de son hymen, un critère absolument non négociable pour le rituel. Les documents retrouvés dans les jarres scellées de Karnak mentionnent l'utilisation d'instruments en bronze poli spécifiquement conçus pour ces vérifications, des dispositifs qui permettaient aux prêtresses d'examiner sans ambiguïté la membrane virginale tout en consignant leurs observations sur des tablettes de cire. Celles qui ne répondaient pas aux critères physiques exigés étaient immédiatement redirigées vers l'esclavage domestique ordinaire. Les autres entraient dans la phase suivante du protocole. 24 heures avant le début du festival d'Opet, on leur administrait la première dose de substances psychotropes. Les textes médicaux identifient clairement le lotus bleu, une fleur dont les alcaloïdes provoquent euphorie et détachement de la réalité, mélangés à des extraits de mandragore qui induisent hallucination et confusion temporelle. Ces drogues n'étaient pas distribuées par compassion, mais pour garantir la docilité. Une jeune femme sous l'emprise de ces composés perdait sa capacité à résister physiquement ou à former des souvenirs cohérents de ce qui allait suivre. Les prêtres avaient développé un dosage précis, suffisamment puissant pour annihiler toute velléité de rébellion, mais pas assez pour provoquer l'inconscience totale qui aurait compromis l'objectif du rituel. Durant cette période préparatoire, les captives étaient vêtues de tuniques de lin immaculé, couronnées de fleurs fraîches, maquillées avec du kaol et de l'ocre rouge selon les canons esthétiques égyptiens. Leur transformation physique en épouses démons servait un double objectif: légitimer publiquement leur statut sacré aux yeux de la population et masquer leur terreur sous une apparence de consentement divin. Ce que vous êtes en train de découvrir n'existe dans aucun manuel scolaire, dans aucun documentaire grand public. Ces vérités ont été délibérément enfouies parce qu'elles révèlent la face la plus sombre d'une civilisation que nous avons appris à admirer sans question. Si cette investigation historique vous passionne, si vous voulez continuer à explorer ces secrets que l'histoire officielle refuse de raconter, abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer des prochaines révélations. Un like nous aide à rendre ce contenu visible à d'autres femmes qui méritent de connaître la vérité. Et dans les commentaires, partagez vos réflexions. Saviez-vous que de telles pratiques existaient dans l'Égypte antique? Quels autres mystères historiques aimeriez-vous que nous dévoilions? La première nuit de nouvelle lune, alors que les festivités publiques atteignaient leur paroxysme à la surface avec des processions illuminées de milliers de torches, les portes menant aux chambres souterraines s'ouvraient dans un silence absolu. Les jeunes captives, désormais incapables de marcher droit sous l'effet des substances hallucinogènes, étaient guidées par des prêtresses à travers des escaliers taillés dans la roche qui descendaient vers des profondeurs où l'air devenait épais et suffocant. Les chambres découvertes en 2018 révèlent une architecture délibérément conçue pour ce qui allait s'y dérouler. Des tables de pierre massives occupaient le centre de chaque salle, leur surface polie par l'usage répété, équipée de dispositifs de contention en bronze qui permettaient d'immobiliser complètement poignets et chevilles. Les canaux de drainage sculptés avec une précision inquiétante partèrent de ces tables vers des réservoirs souterrains, un système hydraulique sophistiqué destiné à évacuer les fluides corporels.
Les papyrus médicaux traduits décrivent le protocole avec une froideur administrative terrifiante. Chaque jeune femme était allongée sur la pierre froide, ses membres fixés dans les contraintes métalliques. Des bâillons de bois étaient insérés dans leur bouche pour étouffer tout cri qui pourrait remonter jusqu'aux oreilles des fidèles célébrant en surface. Puis entraient dans les prêtres d'Amon, vêtus de leurs robes cérémonielles, portant des masques représentant le dieu à tête de bélier. Ce qui suivait était présenté comme union sacrée entre divinité et mortels, comme rituel cosmique garantissant la fertilité du Nil et la prospérité de l'Égypte. Mais les fractures pelviennes découvertes sur les squelettes, si sévères que les os se sont littéralement brisés en fragments multiples, racontent une histoire différente. Les analyses ostéologiques menées par l'équipe archéologique ont démontré que ces blessures ne pouvaient résulter que de violences extrêmes répétées. Le rituel durait 3 nuits consécutives, chaque captive subissant le même processus jusqu'à ce que son corps cède sous le traumatisme physique. Au lever du soleil suivant la 3e nuit, un protocole médical d'une efficacité redoutable se mettait en place dans les quartiers secrets du temple. Les papyrus retrouvés dans les archives de Karnak décrivent avec une précision clinique les interventions pratiquées par des médecins spécialisés qui attendaient dans des salles adjacentes. Ces praticiens, formés spécifiquement pour traiter les traumatismes résultant des rituels, disposaient d'instruments chirurgicaux en bronze et de sutures fabriquées à partir de boyaux d'animaux. Leur rôle n'était pas de prévenir les dommages, mais de réparer suffisamment les corps brisés pour qu'ils puissent survivre et être revendus. Les textes médicaux mentionnent des préparations abortives à base de plantes comme le silphium et la rue sauvage, administrées systématiquement pour éliminer toute grossesse potentielle issue des 3 nuits de violence. Cette précaution n'avait rien d'humanitaire. Elle visait uniquement à préserver la valeur marchande des survivantes en évitant qu'elles ne portent des enfants dont la paternité sacerdotale aurait compromis le secret du rituel. Les quelques jeunes femmes qui survivaient aux blessures physiques étaient ensuite transférées vers les marchés d'esclaves de Memphis ou vendues comme domestiques à des familles nobles thébaines. Leur traumatisme psychologique et leurs cicatrices internes ne diminuaient pas leur prix car l'esclavage égyptien ne valorisait que la capacité de travail. Cependant, les découvertes archéologiques révèlent que la majorité ne quittait jamais les chambres souterraines vivantes. Les plus de 200 squelettes retrouvés en 2018 présentent tous des signes de décès survenus entre 14 et 20 ans, avec des traces de maladies infectieuses consécutives aux traumatismes non soignés. Ces corps étaient enterrés dans des fosses communes, creusées directement sous le temple, sans sarcophage, sans rituel funéraire, sans même une inscription identifiant leur nom ou leur origine. L'effacement était total et délibéré. Le silence institutionnel autour de ces pratiques ne fut jamais accidentel. Lorsque les scribes royaux documentaient les festivals d'Opet dans les annales officielles, ils mentionnaient les processions somptueuses, les offrandes généreuses au temple, les chants de louanges au pharaon. Aucun papyrus conservé dans les bibliothèques royales ne fait référence explicite aux chambres souterraines ou aux jeunes captives disparus après les cérémonies. Cette omission systématique révèle une stratégie délibérée d'effacement historique orchestrée par l'élite sacerdotale en collaboration avec le pouvoir pharaonique. Les prêtres d'Amon détenaient un monopole absolu sur la narration historique officielle, contrôlant quels événements méritaient d'être gravés dans la pierre pour l'éternité et lesquels devaient s'évaporer dans l'oubli. Cette censure protégeait non seulement leur réputation, mais garantissait la perpétuation d'un système économique lucratif. Les revenus générés par la vente des survivantes alimentaient directement les coffres du temple, finançant construction de nouveaux sanctuaires et enrichissement personnel des hauts dignitaires religieux. L'impact transgénérationnel de ces rituels dépassa largement les frontières égyptiennes. Des textes grecs datant de l'époque ptolémaïque mentionnent avec fascination et horreur mêlés les mystères secrets de Karnak, auxquels aucun étranger ne pouvait accéder. Hérodote lui-même, lors de son voyage en Égypte au 5e siècle avant notre ère, recueillit des rumeurs troublantes sur des pratiques nocturnes dans les temples, mais n'osa jamais les documenter explicitement par crainte de représailles. Cette culture du secret s'exporta vers d'autres civilisations méditerranéennes qui adoptèrent des variantes de ces rituels de fertilité, créant un réseau d'exploitation sexuelle religieuse qui traversa les siècles sous couvert de dévotion divine.
Aujourd'hui encore, certaines institutions académiques égyptiennes résistent à la publication complète des découvertes de 2018, invoquant le respect du patrimoine national pour justifier la limitation d'accès aux preuves archéologiques les plus compromettantes. Voilà la vérité que l'Égypte antique a ensevelie sous des tonnes de sable et de silence pendant 3000 ans. Ces jeunes femmes dont les noms ont été effacés, dont les corps ont été brisés au nom d'une fertilité divine, dont l'existence même a été niée par les chroniques officielles, méritent que leur histoire soit enfin racontée. Chaque pyramide que nous admirons, chaque hiéroglyphe que nous déchiffrons avec fascination, chaque temple majestueux qui attire des millions de visiteurs, porte en lui cette ombre que personne ne voulait voir. Si cette révélation vous a bouleversé, si vous réalisez maintenant que l'histoire officielle cache systématiquement les voix des femmes sacrifiées au pouvoir masculin, alors rejoignez cette communauté qui refuse l'amnésie collective. Abonnez-vous pour découvrir les prochains secrets que les civilisations anciennes ont tenté d'enterrer. Laissez un like pour soutenir ce travail de mémoire historique. Et surtout, dites-moi dans les commentaires quels autres personnages féminins de l'histoire vous aimeriez voir explorer avec cette même rigueur documentaire. Partagez également votre ville ou région pour que nous comprenions mieux où se trouve cette communauté grandissante de femmes qui exigent la vérité. Car tant que nous continuerons à déterrer ces secrets, tant que nous refuserons les versions édulcorées qu'on nous a enseignées, les voix de ces femmes oubliées continueront à résonner à travers les siècles.